Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition l'After News. Vous êtes sur les antennes de Global LTV. Paul-Inès Autou, l'ossature de cette édition. Sur la table de l'After News de ce vendredi 17 janvier 2025, deux thématiques alléchantes sont à l'ordre du jour. Dans le fait de la semaine, retour sur la candidature controversée du professeur Jean Bahebek à l'élection présidentielle 2025. Une sortie du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun sur le sujet crée la division au sein de ce parti. Dans la grande thématique de cette autre édition de l'After News, nous nous intéressons à l'éternel problème de l'électricité au Cameroun. Après le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie datant du 14 janvier dernier, doit-on s'attendre à de meilleurs services en termes d'électricité en 2025 ? Pour répondre à toutes ces préoccupations, trois invités prestigieux sont sur notre plateau. René Stéphane Ngoué, membre du bureau du comité directeur de l'UPC, a répondu présent. Le docteur Joseph Bamok, analyste politique, est avec nous. Notre consultant permanent, le docteur Cole François, n'a pas manqué à notre rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la table du décryptage et de l'analyse de l'actualité africaine et mondiale, l'After News. Merci à Paul-Inès Autou pour cet élément qui nous permet d'entrer directement dans cette nouvelle édition l'After News. L'ossature a déjà été présentée dans le reportage de tout à l'heure. On va entrer directement dans notre premier sujet. Il s'agit bel et bien du fait de la semaine. René Stéphane Ngoué, membre du bureau du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun, est avec nous sur le plateau de l'After News. Bonsoir et bienvenue. Merci et je salue tous vos téléspectateurs. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir pour justement parler en lieu et place de l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes militant de ce parti. Comme je disais, vous êtes un membre d'ailleurs très important au sein de l'UPC. La candidature du professeur Bahebek, justement, est controversée dans vos rangs. Est-ce que l'UPC aujourd'hui a approuvé la candidature du professeur Jean Bahebek? Pour répondre à cette question, je vous dirais tout simplement qu'à ce moment siège le comité directeur de l'UPC à Yaoundé, à Nomayos, sous la houlette du secrétaire général Alec Alencote, parce que contrairement à ce qu'a dit votre chroniqueur à l'entame de l'émission, les divisions à l'UPC ne sont pas nées avec la candidature de Jean Bahebek. Et l'UPC, comme tout grand mouvement nationaliste, a plusieurs tendances. Et avec le multipartisme administratif que gère le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que pour se dire être président, secrétaire général d'un parti au Cameroun, il faut être reconnu par l'administration camerounaise. Et en ce moment, le seul secrétaire général reconnu par l'administration camerounaise, c'est Balek Alencote. Donc, ce n'est pas la candidature qui crée la division. Tous les grands mouvements nationalistes connaissent ces tendances-là depuis avant l'indépendance même. Bon, pour répondre à votre question, je pense que cette candidature était annoncée. C'est une déclaration de candidature, ce n'est pas encore une candidature. Une déclaration de candidature, c'est-à-dire que la personne qui souhaite être candidat annonce son intention et les instances agréées cette tendance, excusez-moi. Donc, voilà, après la réunion de Nomayos, une déclaration de l'UPC sortira et vous dira de quoi il en est. Donc jusqu'ici, on ne peut pas encore dire avec certitude que le professeur Jean Bahebek va représenter l'Union des populations du Cameroun à cette échéance électorale. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Il a déclaré sa candidature, mais il n'est pas encore le candidat de l'UPC. Maintenant, la sortie du secrétaire général annoncé, puisque c'est ça qui est signé au bas de ce communiqué de M. Mbapolipot, mais est-ce qu'il n'est pas un membre, est-ce qu'il n'est pas le secrétaire général de l'UPC? À vous entendre, il n'est rien au sein de l'Union des populations du Cameroun. Bien malin serait celui qui peut répondre avec certitude à ce genre de... Je vous ai dit, notre parti est un mouvement.
et en tant que mouvement, a plusieurs tendances. Si vous interrogez le professeur Bahouibek lui-même, il va vous dire que lui, il est fondamentaliste. Allez savoir ce que ça signifie. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'UPC, où je milite, où je suis membre du comité directeur, n'a pas encore agréé cette candidature. Alors, donc ça veut dire que vous n'êtes ni du côté du professeur, Jean Bahouibek, ni du côté du secrétaire général Mbapo Lipot. Moi, je milite à l'UPC. Oui. Mais on se perd un peu, hein, on se perd un peu, monsieur Stéphane Goué. On se perd parce qu'on essaie de comprendre. Il y a combien d'UPC au Cameroun? Les Camerounais doivent regarder à quel UPC aujourd'hui et quel est le candidat que propose cet UPC-là. Parce qu'on a d'un côté le professeur Bahouibek, de l'autre côté on a M. Mbapo Lipot qui a démenti cette candidature. Et il y a vous également qui vous nous faites comprendre que vous n'êtes ni l'un, ni de l'un, ni de l'autre. Vous êtes donc à quel niveau? Je vous ai répondu en disant le multipartisme au Cameroun est administratif. Oui. Pour faire un parti politique au Cameroun, on fait les textes, les statuts, le règlement intérieur et on dépose à l'administration territoriale. Oui. Et l'administration territoriale vous reconnaît en tant que dirigeant de ce parti. Bon, maintenant, si vous me dites que le mouvement réformatiste de RDPC est un parti à part, que les Msanga Yamdim sont des partis à part, le problème que vit l'UPC est que, contrairement aux autres pays, l'administration se mixe beaucoup à l'intérieur de l'UPC. Oui. C'est-à-dire, au lieu de regarder que dit le droit, ils disent à volonté, c'est comme vous me posez la question, Bapo Lipot, il y a eu beaucoup de parcours parcourus. Oui. Bon, et il y a des décisions de justice. Lorsque les gens ne sont pas d'accord dans une association comme la nôtre, ils saisissent la justice. Et la justice tranche au vu de la loi et des textes en vigueur du parti. Oui. La loi tranche. Jusqu'à présent, tout est en faveur du secrétaire général Balégaloukout, où je milite. Donc, à vous de faire votre conclusion. Maintenant, nous reconnaissons qu'en notre sein, il y a des tendances. Nous reconnaissons ces tendances-là. Et nous les invitons tout simplement à respecter la hiérarchie du parti. Et vous pensez qu'avec ces tendances-là, l'UPC peut se distinguer lors de cette échéance électorale? On va quand même rappeler que nous sommes dans un contexte préélectoral. Ça, c'est une très, très bonne question. Nous avons, avant 2025, fait une déclaration. Et nous nous sommes retrouvés dans un regroupement avec d'autres partis. Oui. Bon. Maintenant, on a proposé aux Camerounais que la loi électorale n'est pas bonne. La constitution n'est pas bonne. L'organe qui gère les élections n'est pas crédible. Oui. Donc il fallait revoir la constitution, la loi électorale et l'organe qui doit gérer les élections. On n'a pas trouvé de cause favorable à cette volonté de l'UPC. Nous avons estimé qu'avoir une candidature propre à l'UPC n'était pas sain, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Donc, aller dire aujourd'hui qu'on va aux élections, à l'élection présidentielle, c'est dire qu'on va cautionner la loi électorale qui est là, que nous n'agréons pas. C'est dire que nous sommes d'accord qu'il y ait une élection et qu'il y ait une loi électorale en un seul tour. C'est dire que nous agréons et les CAM que nous jugeons ne pas être objectif et qui est partial. Oui. Bon. Donc voilà. Donc l'UPC n'ira pas aux élections. L'UPC que vous représentez n'ira donc pas aux élections puisque ne présentera pas de candidat, n'est pas aller aux élections et n'est pas présenter de candidat, c'est deux choses différentes. Nous n'irons pas, nous irons aux élections parce que nous sommes dans une plateforme aujourd'hui avec Akere Mouna. Oui. Nous allons soutenir la candidature d'Akere Mouna. Mais nous ne présentons pas un candidat de l'UPC, sauf changement du comité directeur qui siège en ce moment. Mais si vous soutenez déjà une candidature comme celle d'Akere Mouna, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'accord avec le système électoral qui est mis en place au Cameroun, même si ce n'est pas de manière littérale, mais vous soutenez quand même un candidat à cette élection présidentielle. Vous savez, une élection présidentielle a plusieurs retombées. Ça donne une occasion de prise de parole. Oui. Ça donne une occasion de mobilisation. On ne peut pas
tout seul, dire que nous, on est complètement absents. C'est comme s'il y avait un match et qu'un joueur important se retrouve dans le gradin. Oui. Nous disons, OK, comme nous n'avons pas de licence pour ce match, ce que nous faisons, c'est que ceux qui jouent en notre nom, nous les apportons les conseils nécessaires pour pouvoir essayer et qu'ils voient eux-mêmes de leur propre expérience qu'il est impossible de battre l'adversaire qui est sur le terrain. Non, vous êtes en train de faire comprendre que Akeremouna ne pourra pas battre le parti au pouvoir? Mais c'est ce que nous sommes en train de le voir. C'est ce que nous disons depuis le début. Que sans changement de loi électorale, sans changement de l'organe de gestion des élections, sans changement de la Constitution, c'est un peu hasardeux de dire aujourd'hui qu'on va aller battre Paul Biya chez lui, dans son propre territoire, avec ses propres membres de la famille. À quoi bon donc aller à cette élection? À quoi bon conseiller même à Akeremouna d'aller à cette élection si vous savez que vous avez perdu d'avance? Nous ne conseillons pas à Akeremouna d'aller aux élections. Il insiste pour aller aux élections. Et nous disons, pourquoi ne pas profiter de sa tribune pour expliquer au mieux? La preuve, je suis là aujourd'hui. Vous ne m'avez pas invité depuis que vous avez lancé vos émissions. Vous m'invitez parce que vous voulez savoir de quoi il est question. Donc, l'élection présidentielle est une occasion de prise de parole devant le peuple pour les expliquer pourquoi l'UPC est absent, pourquoi il est important de changer la loi, pourquoi il est important de changer l'organe. Donc, puisque Akeremouna nous ouvre ce couloir-là, nous saisissons cette opportunité et nous allons aller vers les populations, nos populations disent, bon, ok, donnez-lui les voix qui, premièrement, pour qu'on sache que ce n'est pas possible de gagner par la pratique même du jeu démocratique. Deuxièmement, nous allons mobiliser, c'est une occasion de mobiliser aussi notre base électorale, puisque quelques temps après, il y aura les régionaux et puis les élections législatives et municipales. Voilà, merci beaucoup à vous, M. René Stéphane Goué, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir surtout précisé ces détails très importants qui manquaient à beaucoup de Camerounais d'ailleurs. Je pense que la lanterne de tout un chacun est éclairée à présent. On va marquer cette petite transition pour retrouver sur le plateau le docteur Joseph Essoussé qui va poursuivre avec nous cette édition de l'After News. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'After News, mesdames, messieurs, nous sommes à présent en compagnie du docteur Joseph Essoussé. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons nous intéresser à cette période préélectorale au Cameroun. Docteur Joseph, merci d'avoir répondu présent une fois encore. C'est moi qui vous remercie, Pythagore. Voilà, on va, comme je disais, nous intéresser à cette période préélectorale. Quand vous regardez avec toutes ces candidatures qui sont annoncées depuis quelques temps déjà, nous sommes encore en début d'année 2025, mais il y a déjà du mouvement, docteur Joseph Essoussé, au sein de la communauté politique camerounaise. Qu'est-ce que cette élection de 2025 vous augure? Oh, l'élection de 2025 sera comme toutes les autres élections. Ça, il faut déjà le remarquer. Et il faut dire que toute période électorale ou alors toute année électorale ou préélectorale est toujours accompagnée de pareilles émotions et d'une telle mobilité. Il va de soi qu'il y ait cette effervescence. C'est ça qui justifie même qu'il y aura élection au Cameroun. Maintenant, il faut comprendre que les différents jeux, n'est-ce pas, électoraux sont en train de se mettre en place. Justement. Et il faut comprendre aussi que chaque structure, chaque parti politique, il faut le dire ainsi, est en train d'affûter, n'est-ce pas, ses méthodes, ses armes et ses stratégies de combat pour qu'à la fin, ils essayent, ou alors à la fin qu'il y ait un vainqueur. C'est aussi ça la période préélectorale. Maintenant, on peut questionner les stratégies des uns et des autres du point de vue de la science. On peut questionner les stratégies des uns et des autres du point de vue des opinions et du point de vue aussi, n'est-ce pas, de la stabilité, n'est-ce pas, nationale. Oui. Donc, ça peut se questionner. Justement, on peut entrer peut-être quelques instants dans ces différents partis politiques-là
qui donnent l'impression qu'elles ne sont pas encore en harmonie pour ces élections présidentielles. On parlait tout à l'heure de l'Union des populations du Cameroun qui, jusqu'ici, n'est pas encore au beau fixe avec justement ces camps ou alors ces différents mouvements au sein du parti politique. Est-ce qu'avec tout cela, est-ce qu'avec toute cette instabilité de l'opposition camerounaise, il peut avoir moyen de renverser le candidat en face, le président Paul Biya? Pythagore, ouais, je suis un peu amusé. Je suis amusé juste pourquoi? Parce que du point de vue de la science, oui, il faut déjà dire aux Camerounais que la politique est toute une science. Et du point de vue de la science, je peux dire sans risque de me tromper qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun, il y a les partis politiques d'opposition. Il n'y a pas d'opposants, on a des partis politiques d'opposition. Parce que tout ce qui se passe en réalité, sauf si on veut créer une autre science, ce n'est pas de la science politique, ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes témoin de ce que tout à l'heure, un des cadres de l'UPC nous a fait comprendre, qu'ils ne sont pas d'accord du code électoral, ils ne sont pas d'accord. En tout cas, ces documents ne font généralement pas l'unanimité. Ça, il faut déjà le noter. Rares sont les fois au monde, quand on est en politique, que ces documents dont ils évoquent font l'unanimité. Et ainsi, ça fait l'unanimité vraiment. Vous savez que l'homme dans son essence propre, déjà, c'est une vision, c'est une façon de penser, c'est autre chose. Et alors, chacun taille la pièce à sa mesure. Mais je pense qu'il y a plus essentiel, que ça. Et plus essentiel que ça, quand on parle de la politique et d'un parti, n'est-ce pas, qui voudrait aller aux élections, il y a d'abord la première des choses, c'est le maillage du territoire. Oui. Il y a le maillage du territoire. De vous à moi aujourd'hui, le Cameroun compte 360 arrondissements, sauf si je me trompe. Aucun parti d'opposition n'est représenté sur les 360 arrondissements du Cameroun, ça fait problème. Ça fait problème. J'ai dit aucun parti d'opposition au Cameroun n'est représenté. Donc, nous parlons de la représentativité. Oui. Mais même pas représenté. J'ai dit le parti qui vient en dehors du parti au pouvoir, qui est représenté, il peut jouir de toutes les opportunités qui lui sont favorables. Ça, c'est vrai. Ça, nous le reconnaissons. Il jouit de cela. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que si les partis d'opposition veulent renverser, n'est-ce pas, le parti au pouvoir, il y a un problème de représentativité. Le premier qui vient est représenté, je pense, Marcy, dans la cinquantaine d'arrondissements. Vous voyez déjà qu'il y a un gap. Il y a un gap. Et là, peut-être nous allons donc rejoindre l'IPC qui sait que d'emblée, le candidat du parti au pouvoir, naturellement, a déjà gagné son élection. Si on parle de ce postulat scientifique. Oui. Maintenant, à côté de ça, je pense que les plateformes, il a dit tout à l'heure, les plateformes existent dans le monde. C'est une méthode scientifique qui permet, n'est-ce pas, de bousculer celui qui a déjà un siège confortable, n'est-ce pas? Et il est opportun donc que les gens fassent des alliances autour des plateformes pour aller bousculer. Mais juste que le retour que nous avons n'est pas très favorable. Le retour que nous avons, on a l'impression que les gens sont un peu à une sorte de recherche du leadership politique. Vous voyez, parce que ces plateformes font difficilement l'unanimité. Au départ, on parle d'une plateforme. À l'heure où nous parlons, on parle déjà de 3 plateformes du côté de l'opposition. Ça fait problème parce que les Camerounais regardent et le temps avance. Le temps n'est favorable pour personne. Justement. Ça, il faut le dire. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez un peu la brouille qu'il y a eu à l'UPC, vous l'avez évoqué, et un des responsables a essayé de nous expliquer tant bien que mal ce qui se passe aujourd'hui. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. La brouille qu'il y a déjà au sein de ces partis qui s'impose déjà, il faut le dire, c'est un parti mythique qui s'impose à tous les Camerounais. Donc tous ceux qui font la politique aujourd'hui depuis l'ancienne époque, la belle époque, ont été, je veux dire, membres de l'UPC. Alors, vous voyez donc que quand on a des sons divers qui ressortent de ce parti, ça fait problème. Ça fait problème. Et on a essayé de nous expliquer ici qu'il peut avoir plusieurs ailes dans un parti, ce qui est normal. Mais quand les différentes chambres sont aussi désordonnées et ne chantent pas, n'est-ce pas, comment
moi je vais dire, le champ, n'est-ce pas, structurel du parti, il y a problème. Parce que là, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. On nous a, c'est vrai, c'est des réseaux sociaux, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui demande que lui n'est pas associé à cela. Oui. Il y a une personne qu'on dit qui a déposé sa candidature, qui candidate, n'est-ce pas? Et à la base, fondamentalement, on nous dit, ils sont réunis sur le qu'on soit, mais qu'ils n'iront pas aux élections. Ils candidatent pour aller où? Si fondamentalement l'UPC ne va pas à l'élection, pourquoi on demande aux gens de candidater? Ils candidatent pour aller où? Il y a problème fondamentalement. Ça veut dire que là, on a l'aile, et il nous l'a rappelé, et déjà ce dernier, c'est taille de le dire, l'aîné académique, le professeur Baïbek, qui le dit, il est fondamentaliste encore, qu'il faut qu'il nous dise qu'est-ce que l'UPC fondamentalise et tout ça. Justement. Donc, maintenant, il y a l'autre aile qu'on reconnaît, à qui la justice a donné raison, ça il faut le dire aussi, de M. Balaguer. Et il y a l'aile de M. Bapolipote. Et qui on a donné raison parce qu'on savait que voilà les deux chambres de l'UPC qui étaient en compétition. On a donné raison à Balaguer. Mais Bapolipote évolue au Cameroun. Justement. Curieusement, il représente l'UPC dans plusieurs événements. Encore que le dernier événement, c'était le 10 janvier à la présidence de la République. On l'a vu. C'était le représentant de l'UPC. On se demande donc dans quelle république nous sommes, dans quel parti on est et ça profite à qui ce jeu-là. Alors moi je me dis que un temps soit peu, il faudrait que les fils de l'UPC se disent que en réalité, ça ne joue pas en notre faveur. Ça ne joue pas en notre faveur. Pour jouer en notre faveur, il est important qu'on s'asseye et qu'on trouve un consensus. Voilà, docteur Joseph, pour sortir avec vous de cette partie, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous les partis de l'opposition? Parce que le parti au pouvoir, généralement, n'est pas inquiété. Il n'y a souvent aucun problème de ce côté-là. C'est souvent dans l'opposition qu'il y a un peu de remous, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux membres de l'opposition camerounaise à quelques mois seulement, parce qu'octobre n'est plus loin, à quelques mois seulement de l'échéance électorale? Je vais juste simplement dire une chose. Fondamentalement, un parti politique existe pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Oui. C'est récupérer le pouvoir et l'exercer autant qu'il peut. Ça, il faut le dire. Alors, le parti au pouvoir, lui, il est dans son jeu normal, n'est-ce pas? Aussi longtemps que ces choses-là existent, lui, il est reconforté dans ses positions. Alors, ce que nous pouvons donner comme conseil aux partis d'opposition, c'est dire que, un temps soit peu, la finalité de la politique, c'est quoi? La finalité de la politique, c'est nous servir. De manière à ce que le plus petit citoyen camerounais se sente allégé, se reconnaisse, n'est-ce pas, dans son état et sente la vie plus facile, n'est-ce pas? Alors, si les bagarres qu'on mène ne conduisent pas à ça, nous serons tentés de croire que les gens sont en train de discuter les 7 000 milliards du budget du Cameroun. Nous sommes en train de tenter que les gens soient en train de discuter autre chose. Mais si vraiment on discute pour le bien-être de nous Camerounais, il est important que ces gars s'asseyent et qu'ils se disent que vraiment donnons-nous une ligne de conduite, n'est-ce pas? Et allons-y les mains serrées. Et je pense que les lignes se bougeront. Voilà. Mais à l'état actuel des choses, telles que c'est là, les gars d'en face, ils peuvent dormir à l'aise et ils savent que l'élection est gagnée d'office. Voilà, merci Dr Joseph Bamok. C'était votre prise de position par rapport à cette thématique. Mesdames et messieurs, on va passer à la deuxième thématique de l'After News. C'est la grande thématique, justement, avec ce reportage que nous propose notre réalisation. C'est un reportage signé Boinda Ornelano. Après quoi, c'est la deuxième partie de cette. Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, a publié un communiqué le 14 janvier 2025 concernant les coupures intempestives d'électricité au Cameroun. Selon la dite note, il y est mentionné à l'attention du public que le réseau interconnecté Sud connaît actuellement des perturbations dans la fourniture en énergie électrique. Toujours dans cette annonce, le ministre met l'accent sur ces délestages qui en partie sont liés à une baisse de production de l'ordre de 70 MW dans les centrales hydroélectriques, notamment celles de Sanloulou et d'Edea. Il poursuit:
en relevant le faible remplissage des barrages et réservoirs pendant la saison des pluies de l'année 2024, qui a entraîné un déficit hydrologique d'environ 2 milliards de mètres cubes comparé à l'année 2023. Autre raison liée à ces coupures relève de la centrale hydroélectrique de Mainveleux qui ne dispose pas encore d'un barrage de retenue en amont, ce qui est sans doute à l'origine d'une baisse de production allant de 200 MW en novembre à 35 MW actuellement. La déclaration du patron de l'eau et de l'énergie relève également d'autres facteurs comme les changements climatiques et l'arrêt de production des centrales thermiques de Kribi et de la Dibamba depuis septembre 2024 qui aggravent ce déficit. Afin d'atténuer ces perturbations et garantir un retour à la normale dans les meilleurs délais, le ministre informe le peuple que le gouvernement, en collaboration avec les acteurs du secteur, a pris un nombre de mesures au rang desquelles l'optimisation des centrales de production existantes, le renforcement de l'approvisionnement en combustible des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud, entre autres. Tout en étant conscient des désagréments causés par cette situation, Gaston Elundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, remercie les populations pour leur patience et leur compréhension face à ce cas de force majeure. Par ailleurs, il clôture son message en rassurant le peuple de la détermination et de la mobilisation totale du gouvernement dans la quête des solutions telles que instruites par le chef de l'État, Paul Biya. C'est la deuxième partie de cette édition, l'After News sur Global LTV. Merci à Brinanon pour ce reportage. Docteur Joseph Bamok, vous êtes encore avec nous sur le plateau. On va évoquer à présent cet éternel problème d'électricité au Cameroun avec cette sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, qui promet une fois encore de prendre des dispositions pour pallier à ces différents problèmes. Docteur, quel est le véritable problème de l'électricité au Cameroun avec tous les barrages que dispose notre pays, non seulement, mais avec tous les fonds, on connaît, qui ont déjà été alloués pour justement ces barrages-là, aujourd'hui d'entendre qu'ils ne sont pas opérationnels, qu'ils ne sont pas encore opérationnels, est-ce que ça ne vous pose pas problème? Non, ça doit poser problème, Pythagore. Permettez-moi une fois de revêtir la casquette de mon aîné Cole François, qui est souvent un peu très dur. Je vais dire, un temps, dans ce pays, il faudrait que la comédie cesse. Il faudrait que la comédie cesse et que si les gens ne veulent pas servir les Camerounais, s'ils sont incompétents, qu'ils aient assez de décence pour déposer. Parce que l'histoire que l'élément là, on nous a servi la Pythagore, c'est de la comédie. Ça, c'est de la comédie. Je me suis demandé, est-ce que ce ministre a un cabinet technique? Est-ce qu'il a des conseillers techniques? Est-ce que, ça veut dire que même scientifiquement, est-ce que ce qu'il dit là, quelqu'un vous dit que c'est parce qu'on n'a pas réservé, on n'a pas fait assez de réserves d'eau. Je me suis dit, c'est l'eau de pluie qu'on recueille, on fait des réserves. Vraiment, même, je ne suis pas technicien, mais même le moins bête ne peut pas comprendre. Le même ministre nous a dit, on était au mois d'octobre, qu'au mois de décembre, la question de l'électricité sera, dès qu'on aura balancé la première partie, bien combien de mégawatts du balage de Natigal, le grand sur le réseau interconnecté, grand sur sera. Il nous a dit qu'au plus tard en décembre. Aujourd'hui, on vient nous servir d'autres promesses. Pour un pays qui est dans le top 10, n'est-ce pas, au monde, vous appelez ça quoi, qui ont le plus grand potentiel hydroélectrique au monde. Le Cameroun est dans le top 10. Pour un pays comme celui-ci, qu'on souffre encore à pareil moment, et l'électricité est à la base de tout, il ne saura avoir développement sans électricité. Regardez les industries à Douala qui souffrent déjà de payer les factures, qui ne diminuent pas, ça il faut le dire. Malgré tout ce délestage, le montant des factures reste les mêmes. Alors, malgré que les entreprises payent des lourdes factures, ces mêmes entreprises sont obligées d'acheter le carburant qui est déjà monté, qui est très cher au Cameroun, pour alimenter. Pourquoi ? Parce que les gens sont, il faut le dire clairement, Camerounais, le problème aujourd'hui, on est parti, n'est-ce pas, dans une sorte de brouille des entreprises néocoloniales pour saboter, n'est-ce pas, la politique africaine. Vous avez lu le livre du docteur Bankui, connaît Bankui, c'est un haut responsable des services d'intelligence camerounais, qui nous dit clairement le rôle des multinationales
Et quand vous faites une chirurgie au Cameroun, sur le plan économique, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes problèmes dans le réseau. Vous avez les mêmes problèmes à l'électricité. Mais on se demande même finalement, est-ce que ces gars roulent pour nous ou bien ils roulent pour qui? Vous ne pouvez pas comprendre qu'une ville comme Douala, qui est la capitale d'un pays sérieux, toutes les capitales économiques sont éclairées, toutes les capitales économiques, les activités se font 24 sur 24 au monde. Les capitales économiques sérieuses. Donc je peux sortir de chez moi à minuit que je m'en vais acheter un vêtement. Mais à Douala, c'est difficile. On ne peut plus sortir parce que les rues ne sont pas éclairées, il n'y a pas d'éclairage public. Dans les ménages, il n'y a... Vous vous rendez une zone comme l'université, nous sommes incapables d'enseigner des jours sur un mois parce qu'on vous coupe le matin, l'énergie revient à 17h, 18h. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous racontez des histoires qu'on est en train de nous raconter là, le Cameroun dépense assez de milliards pour ne même pas jouir un seul jour de ces milliards. On vous dit d'attendre, on attend jusqu'à quand? Est-ce que c'est donc un problème, docteur Joseph, d'expertise ou alors c'est un problème de mauvaise foi? Si on vous disait qu'il y a un problème d'expertise au Cameroun, vous croirez cela facilement. Je pense quand même que le Cameroun est l'une des références en matière intellectuelle en Afrique et même au monde. Ça, il faut le dire. On peut quand même s'en vanter là. Donc, on n'a pas un problème d'expertise, on a un problème de mauvaise foi, on a un problème de banditisme, on a un problème des gens qui n'aiment pas le Cameroun, point. On ne peut pas expliquer ça. Moi, je veux bien comprendre. Si vous avez compris, n'est-ce pas, quelque chose du communiqué de monsieur le ministre, moi, je n'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il vous dit, on vous parle des dettes. En décembre, le ministre des Finances nous a dit qu'ils avaient épongé toutes les dettes avec la société Néo. Là, on nous parle d'une dette de 9 milliards. Et puis, on vous dit qu'il y a KNCP. Et puis, on vous dit qu'il y a tel qui réclame des dettes. Et effectivement, ces entreprises réclament des dettes. À qui réclame-t-on ces dettes? Le directeur général de Néo était en novembre. Alors, le média public, la CRTV, il nous a expliqué un certain nombre de choses. Le ministre des Finances est monté au créneau. Il nous a dit que l'État a épongé toute la dette des Néo. Aujourd'hui, la dette se trouve à quel niveau? La dette se trouve à quel niveau? Et ces sociétés même, toutes ces entreprises dont on dit, c'est des entreprises nationales. Alors, pour l'intérêt national, devait primer. Donc, moi, je pense qu'il est temps de revoir cette histoire. Quand on veut, quand on aime un pays, quand on aime la population, quand on se soucie des Camerounais, on aurait agi autrement. Et nous avons des cas sous la main aujourd'hui. Nous avons des exemples sous la main. Il y a quelque temps, le Niger était... En 2023, le Niger était avant-dernier au classement mondial. Oui. En 2024, le Niger est premier en Afrique. Dans l'indice de développement, le Niger est premier. Pourquoi? Parce que les patriotes ont pris le pouvoir, les patriotes ont occupé les fonctions et on voit un pays comme le Niger où la vie est devenue très, on vous dit le prix du gaz qui est aujourd'hui à 2500, on vous parle du carburant qui est descendu, ou bien si c'est à 300 combien, non? Voilà, docteur Joseph, pour sortir avec vous de cet échange, en quelques minutes seulement, doit-on encore se fier aux promesses du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui nous a fait comprendre que d'ici 2025, avec tous les grands chantiers qui sont mis en œuvre pour faciliter le quotidien des Camerounais côté électricité, 2025 promet être une année bonne pour les Camerounais en termes d'électricité. Je vais répondre en deux mots. L'un des ministres, pour ne pas dire le plus incompétent dans le gouvernement de M. Biya, c'est ce monsieur de Gaston Elundwe Sumba. Il faut le dire, il est incompétent. Ce n'est pas un peu dur de votre part, non, ce n'est pas un peu dur. Un ministre, une autorité ne communique pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais, nous tous nous avons suivi, qu'en décembre c'est résolu et qu'on soit en janvier, on dit qu'il y a encore à faire, on fait d'autres promesses. Ça veut dire que le ministre n'a rien compris. Qu'on vous dise même qu'on a banalisé, n'est-ce pas, les mégawatts qui devaient partir du barrage de Natigal. Voilà Menkim dont il est en train de parler. Rien, c'est des milliards partis pour rien. On vous dit qu'il y a eu des erreurs, il n'y a pas de retenue à Menkim. Il faut encore développer une autre stratégie. L'État va encore devoir mettre de l'argent et qu'on sort. Déjà que les barrages sont construits à des prix exorbitants, ça il faut le dire, contrairement aux barrages qui sont construits ailleurs. Voilà. Et ces montants et ces barrages ne nous servent pas à grand chose. Ce ministre, donc, conséquence, il est incompétent, il doit abandonner. Merci, docteur Joseph Essoussé, pour vos arguments une fois encore. Merci
d'être passé sur le plateau de l'After News. On se sépare avec vous sur cette thématique. On va à présent marquer une petite transition, le temps de retrouver notre consultant permanent, le docteur Cole François, qui donnera son avis lui aussi sur ce problème d'électricité au Cameroun avant de prendre le face-à-face, justement, où le membre du comité de l'UPC reviendra sur le plateau pour être confronté au docteur Cole François pour parler une fois encore de cette question qui préoccupe au sein de l'Union des populations du Cameroun. A tout de suite. Sur le plateau par le docteur Cole François, notre consultant permanent. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Pythagore. Bonsoir à tous mes copanélistes qui sont déjà passés avant. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est pas le plus souvent qu'on vous voit avec les barbes, docteur Cole. On a de la peine à vous reconnaître un tout petit peu. Hein. C'est un nouveau look, docteur. C'est le mois de janvier et ça fait que, bon, parfois il faut exprimer certains éléments qui ne fonctionnent pas bien dans notre société au travers de notre présentation au niveau de l'antenne, qu'on sache que les choses ne vont pas très bien. Mais nous gardons espoir, nous espérons que ça va aller. Merci. Parce que là, je voulais me coiffer, mais l'électricité n'avait pas dans mon quartier depuis 2 jours. Et il faut aller au travail. Vous comprenez qu'on ne peut donc pas se lever à 23h pour aller se coiffer. Le matin, ils ont coupé l'électricité. Quand on revient le soir, il n'y a pas d'énergie. Alors la barbe est obligée de pousser. Pour le moment, on attend le retour de l'électricité. Voilà, on va rester justement sur l'électricité parce que c'est ça qui constitue la grande thématique de cette édition. Docteur Cole, pour vous, quel est le véritable problème de l'électricité au Cameroun? On a tellement de barrages et on a coutume de dire, Docteur Cole, que le Cameroun distribuerait même de l'électricité à d'autres pays voisins, alors que nous-mêmes, de voir dans une capitale économique comme Douala des problèmes, des coupures à longueur de la journée qui freinent les activités économiques. Pour vous, le problème est à quel niveau? Le véritable problème, c'est que on ne peut pas analyser le problème du Cameroun en se basant seulement sur l'effet de l'électricité. Il est bien évidemment clair que le Cameroun a des problèmes qui sont structurellement liés les uns aux autres. Oui. Si vous regardez les gens qui gèrent l'électricité, ces gens appartiennent à un gouvernement. Est-ce que dans les autres segments de l'administration publique ou du gouvernement camerounais ou de la société camerounaise, est-ce que ça va? Nous parlions ici une fois du football et je vous faisais remarquer qu'on ne peut pas prétendre que le football aille mieux quand les autres secteurs publics sont totalement paralysés. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un centre d'information énergétique? Quand, au début de la décennie 2010, ou à la fin de la décennie 2010, non, au début, c'est-à-dire en 2010-2011, 2009, quand on parlait des projets structurants et que l'on a pensé étendre le réseau hydroélectrique du Cameroun, quelle est l'étude qui a été faite pour démontrer que le Cameroun avait besoin des barrages hydroélectriques? Dans des pays sérieux, on procède par une analyse du bilan énergétique. Dans l'analyse du bilan énergétique, on va déceler les différents types d'énergie dont les populations ont besoin. Si vous ouvrez une entreprise qui va transformer le cacao, le café, le caoutchouc au Cameroun, ou alors qui va faire justement la production des biens, vous n'aurez pas nécessairement le même type d'énergie que si vous ouvrez un salon de coiffure où vous n'allez que coiffer les têtes. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Si on n'a pas opéré par un bilan énergique à la base, on va apporter des solutions qui seront inappropriées. C'est la preuve que nous avons aujourd'hui sous nos yeux. Que les gens qui ont pensé améliorer l'offre énergétique au Cameroun ont procédé par des méthodes peu conventionnelles. Peut-être à dessein. Quand le ministre vient dire ce qu'il dit, moi j'ai beaucoup de respect pour les hommes d'État. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tiennent les manettes de notre administration. J'allais dire autre chose de plus difficile que ça, mais je vais m'en tenir à ça parce que j'ai l'impression que quand les ministres veulent que Bialé maintienne le pouvoir, ils créent des problèmes qui existent dans leur tête et font croire que ces problèmes existent réellement. Et ils savent qu'avec cela, dans leur rapport quotidien qu'ils font à leur hiérarchie, bien on va dire, mais si c'est toi qui as commencé et tu as déjà identifié les poches de résistance
qui pourraient permettre à ce que, si on les éradique, les choses vont aller mieux. Alors reste là et ils créent d'autres besoins. Et pour finir, on passe dans un septennat avec les mêmes personnes qui n'ont apporté que misère et désolation au Cameroun. Comment pouvez-vous imaginer qu'au Cameroun, on ne puisse jamais penser à mettre en place un système d'énergie renouvelable? Qu'on améliore l'offre de la technologie d'énergie renouvelable. On a deux atouts. Pour vous, c'est un problème technique, Dr Cole, au Cameroun? Je ne peux pas dire que c'est un problème technique, parce que sur le plan technique, on a des solutions. Oui. Pour les techniques, par exemple, où moi j'ai été formé, à tout un département qui parle de l'énergie. Je dis de l'énergie. D'accord? Oui. La mécanique et l'énergétique. Alors, au travers de ce département, par exemple, si vous partez lire les mémoires, que ce soit en master 2 ou en thèse, vous verrez quand même qu'il y a d'énormes travaux qui ont été faits là dans ce sens, qui auraient permis aujourd'hui que le Cameroun sorte de la misère énergétique. Je voulais vous poser une question. Enfin, c'est vous qui posez la question, c'est moi, c'est une question rhétorique. Oui. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui peut nous dire quel est le type d'énergie dont on a besoin? Nous sommes placés, pratiquement sur la ligne imaginaire qu'on appelle l'équateur. Ce qui veut dire que nous avons presque 10 à 11 heures de soleil par jour. D'accord? Nous sommes dans le bassin du Congo. Ça veut dire qu'au minimum, les 3/4 de notre pays sont humides. Ces deux facteurs font que le Cameroun s'oriente vers l'hydroélectricité ou dans le photovoltaïque, nous sommes capables de produire de fortes quantités d'électricité. Alors, quand je vous posais la question de savoir si une étude était faite pour qu'on sache les types d'énergie que le Cameroun peut produire et comment est-ce qu'on peut les utiliser, c'est justement parce que, au travers d'un bilan énergétique, on saurait exactement à quel moment de la journée on a le pic de sollicitation à énergie et pendant ce pic d'électricité, de demande à énergie, quelles sont les offres qu'on peut présenter et quelles sont les offres qui peuvent permettre à ce que, par exemple, tout le monde soit plus connecté sur le réseau conventionnel de Eneo ou de Sonatrel. Nous aurions aujourd'hui, par exemple, des vastes étendues de panneaux solaires qui permettraient de débrancher peut-être les ménages du réseau électrique de la SONEL pour permettre que les grosses entreprises puissent s'y connecter et donc améliorer le tissu industriel du Cameroun. Est-ce que donc vous pensez que moi qui suis assis ici, je suis capable de réfléchir ainsi et les gens qui sont là, qui sont payés pour des milliards, n'ont pas pensé à ça un jour? Je pense que la bouffonnerie doit s'arrêter. Et c'est l'occasion pour les hommes politiques, ceux qui disent qu'ils font de la politique, de venir nous donner des axes de sortie, n'est-ce pas, de cette misère énergétique, et qu'ils cessent de nous dire tous les jours que Biya doit ne pas présenter sa candidature. Parce que Biya soit là ou pas, ça ce n'est pas un débat qui peut sortir le Cameroun de la misère actuelle. Merci, Dr Cole François. On va marquer cette petite transition pour aborder à présent le dernier tournant de cette édition l'After News, le face-à-face avec le militant, voilà, ou alors le membre du comité de l'UPC, René Stéphane Goué, qui nous rejoint à l'instant sur le plateau. Les questions d'électricité, bien sûr, sont récurrentes ou sont courantes au Cameroun. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Dr Cole a encore des choses à dire. Mais pour le moment, on va accorder le temps à cette dernière partie de l'After News, le face-à-face. Nous sommes avec René Stéphane Goué. Il est membre du bureau du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Dr Cole François, vous l'avez écouté en début de cette émission. Dites-nous, est-ce que c'est un problème aujourd'hui, le système électoral camerounais, pour battre le candidat en face, le président Paul Biya? Bon, moi je vous ai souvent dit, qui va battre Paul Biya? Qui? Akerimona peut-être, par exemple. Qui veut d'abord battre Paul Biya avant de voir qui va le battre? Est-ce que réellement les gens ont besoin que Biya quitte? Quand vous regardez le système de Yaoundé aujourd'hui, le régime actuel nourrit tout le landais politique camerounais. Je vous dis, tous les hommes politiques camerounais prient Dieu au quotidien que jamais Biya ne parte. Même les membres de l'opposition? Je vous dis, ils sont des politiciens. S'ils le sont, ils disent oui. Il dit, s'il y a un homme politique au Cameroun, ils se mettent souvent à genoux dans leur maison et disent à Dieu, garde ce monsieur parce que grâce à lui,
Nous mangeons, nous sommes à l'aise parce que quand vous voyez le fonctionnement des hommes politiques, vous demandez, quand vous comparez la pratique politique au Cameroun, vous la comparez un peu, ne sortons pas de l'Afrique, à ce qui se passe dans d'autres pays. Vous vous demandez très bien pourquoi est-ce que nous mettons autant de médiocrité en matière de politique. Je vous reviens tout à l'heure, Dr Col François, le temps de prendre René Stéphane Goué. Est-ce que vous, au sein de l'UPC, vous souhaitez que le président Paul Biya remporte l'élection présidentielle, comme le dit le Dr Col? Non, du tout. Le problème du Cameroun, c'est justement ces analyses et le fait que les gens qui ne font pas la politique ou ne comprennent pas la politique sont venus envahir le terrain politique. Aujourd'hui, c'est qui ces gens? Aujourd'hui, les influenceurs font la politique à la place des politiciens, les journalistes font la politique à la place des politiciens, et même les analystes comme docteur font la politique à la place des... J'ai entendu docteur Joseph ici dire que... il a posé une question, si ce que nous faisons est de la politique, ça n'est plus une science. Il faut qu'on sache que, premièrement, ce ne sont pas les... Il s'est appuyé sur le fait que les partis ne sont pas implantés dans tout le territoire. Ce ne sont pas les partis qui votent, ce sont les citoyens qui votent. Moi, je vous dis, en 1992, l'UPC a eu 18 députés à l'Assemblée nationale, a été majoritaire, par exemple, à Douala 5e avec un important vote dans les îles comme Manoka, où on n'a même pas de structure. Je sors des Jeux universitaires de Ngaoundéré grâce à la télévision. Il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Monsieur Ngoué, comment on fait pour les élections? Nous, on veut être de l'UPC, machin, tout ceci, cela. » Donc ce ne sont pas les militants qui font le vote. On peut prendre les militants de RDPC, de l'UPC, de SDF, on les met ensemble, ils ne seront jamais autant nombreux que des votants. Alors, Dr Col François, vous n'êtes pas habilité pour parler de politique si vous n'êtes pas politicien? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez... Ils font la politique à notre place. Non, ok, donc vous ne devez pas faire la politique, Dr Col François. Mais est-ce qu'il ne doit pas prendre part? Est-ce qu'il ne doit pas donner son point de vue comme tout à l'heure il a fait? C'est même un aveu. C'est même un aveu d'échec. Parce que s'ils faisaient très bien la politique, nous nous consacrerions à autre chose. C'est parce qu'ils ont laissé la politique, ils ont commencé à faire autre chose que la politique, que nous sommes obligés de venir la faire à leur place, si tant est-il que nous la faisions. Moi, je ne pense pas qu'il fait la politique. Mais je suis un citoyen camerounais. Je suis d'une façon ou d'une autre influencé par les décisions politiques. Moi, quand je suis enseignant, le candidat à l'élection présidentielle de 2018, qui a gagné les élections avait une politique de l'éducation. Et cette politique d'éducation qu'il met en œuvre entre-temps m'influence. Je suis moi, je suis mes enfants, d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis obligé de m'impliquer dans cette politique à mon niveau afin d'interpeller les véritables politiciens. Parce qu'il est quand même hors de question que nous ne sachions pas véritablement l'offre politique de l'UPC. D'abord, quand il va vous dire UPC, je vais encore m'interroger, je parle d'abord de quel UPC. Justement. D'accord? Et ça, c'est très lamentable. Moi, par exemple, j'ai les jeunes des UPC en moi. Dans ma région, quand on est d'abord UPCiste. Justement. Mais quand nous voyons la désolation dans laquelle nos aînés, nos confrères nous ont mis à cause de prébendes, à cause de quelques faveurs, nous comprenons qu'il n'est plus question de continuer dans cette forfaiture. Il faudrait qu'on rentre dans les fondements fondamentaux de la politique pour pouvoir, pas seulement devenir président de la République, mais pour permettre à ce que ceux qui sont au pouvoir puissent changer le quotidien de ceux qui ne sont pas encore et du reste de la population au travers des actions politiques des politiciens de l'opposition. Voilà, merci Dr Col. On sort avec vous, René Stéphane Goué. Qu'est-ce que vous devez dire aux Camerounais aujourd'hui qui sont divisés entre tous les mouvements UPCistes qui existent? Vous l'avez énuméré d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce que les Camerounais doivent retenir aujourd'hui? Quelle est l'image que les Camerounais doivent se faire de l'Union des populations du Cameroun? Bien malin serait celui qui peut répondre avec exactitude à cette question. Votre consultant, j'aime beaucoup ses analyses. Il a très bien situé le contexte. Il faut savoir que comme dans tous les pays, vous allez partir en France, vous allez entendre parler de la gauche et de la droite. Vous allez partir aux États-Unis, on va parler des démocrates. Au Cameroun, il n'y a que deux forces politiques. Il y a les nationalistes qui ont revendiqué l'indépendance et qui ont souhaité la réunification du Cameroun. Et il y a les républicains, les héritiers des coloniaux qui dirigent le Cameroun. Entre ces deux fronts,
les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont gagné cette bataille, ceux qui disaient le Cameroun n'est pas prêt pour être indépendant et ceux qui ont dit les Camerounais sont assez forts et peuvent gérer eux-mêmes leur pays et leur destin. Et on a donc essayé de faire de sorte que tout le monde est UPCiste au Cameroun. C'est-à-dire, comme disait votre consultant, je suis né de la région de Dodoma, donnez-moi ma part d'héritage. S'il parle maintenant et que le gouverneur l'appelle et lui dit mais toi aussi tu as le droit de parler au nom de l'UPC. Voilà d'où naissent les problèmes de l'UPC premièrement. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde a le droit de parler de l'UPC? Mais justement, il faut faire la différence entre les sympathisants de l'UPC, il faut faire la différence entre ceux qui ont la sensibilité nationaliste et les militants politiques. Et le Cameroun étant une nation, elle est organisée. C'est ce que je décrivais là tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que pour dire qu'on est de l'UPC ou parler de l'UPC, il faut répondre au cadre de la loi. Mais même ceux qui ont fait leur propre loi ne la respectent pas. C'est-à-dire, on vous dit, le secrétaire général de l'UPC est celui qui doit être, qui a déclaré le parti. Oui. Mais à la fin, celui qui a déclaré le parti n'est plus secrétaire général. On vous dit, le secrétaire général de l'UPC est celui qui est élu par un congrès. Le congrès élit quelqu'un, on ne respecte pas ce que le congrès... Donc, en fait, pour chuter, le problème de ce pays est le respect de nos propres lois. Oui. Moi, je vous dis, on a Elekam aujourd'hui que nous décrions, où chacun pense que pour avoir été mis à Elekam, il doit faire allégeance à ce que l'on nomme. Alors que lorsque l'administration territoriale gérait les élections, l'administration territoriale, c'est-à-dire des fonctionnaires, je vous ai parlé du cas de Manoka ici. Justement, on va vers la fin de l'émission. Voilà. Bon, malheureusement, des sujets aussi importants, c'est difficile. On va y revenir certainement. Peut-être gardez vos mots pour la prochaine fois. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On vous donne peut-être en 1 minute, vraiment 1 minute pour conclure. Et Dr Coll aussi, 1 minute pour conclure. Alors, j'ai dit, premièrement, pour la candidature du professeur Bahebek, nous ne la décrions pas, quoiqu'elle a été mal annoncé, mal présenté aux Camerounais. Maintenant, le comité directeur est à Yaoundé, il siège à ce moment. Après les arrêts de ce comité directeur, on aura notre position officielle. Merci beaucoup, Dr Coll, pour sortir. Non, moi, je pense que je vais quand même dire un mot sur la candidature pour Bahebek. Bahebek a été préparé pendant longtemps pour jouer le rôle qu'il veut jouer. Bahebek n'a aucune intention de devenir chef d'État. Il n'a aucune intention. Et lui-même, comment vous le savez? Non, lui-même, il le sait. Vous savez... l'ambition, 1 minute, nous sommes à 1 minute. Oui. L'ambition est quelque chose de naturel et de fondamental. M. Bahebek n'a pas l'ambition d'être chef d'État. D'ailleurs, quand vous le voyez dans sa prise de position, Bahebek est allé travailler pour un lobby. Il est devenu un produit marketing. C'est pourquoi Bahebek, vous avez demandé, avec toutes les frasques qu'il a, il est toujours invité dans les télés, sur les plateaux. Bahebek, vous allez voir, au moment de faire les alliances, il va vendre la voix de l'UPC très cher. Merci, Dr Coll François. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'Afternews sur Global TV, merci de l'avoir suivi. Merci au Dr Joseph qui était là. Merci à René et Stéphane Goué qui était là. Merci au Dr Coll François une fois encore qui nous honoré de sa présence. Restez sur Global TV, les programmes se poursuivent. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition l'Afternews. Bonsoir.